Je dois le décevoir. Ce furent les premiers mots que Mathieu m'adressa après que l'annonce de sa levée de fonds en série B fut publiée dans Madine. Pas de félicitations pour lui-même, pas de gratitude pour le chemin parcouru ensemble, juste une simple déclaration stipulant que moi, sa femme depuis 8 ans, celle qui avait enchaîné les gardes de nuit à la pharmacie de l'hôpital pour qu'il puisse quitter son emploi et bâtir son rêve. J'étais désormais un boulet qu'il devait gérer. Nous étions dans notre cuisine à Boulogne-Billancourt, celle que j'avais choisie parce qu'elle offrait une belle lumière pour ses réunions en visioconférence le matin, quand il a lâché ça. Je portais encore ma blouse blanche de ma garde de nuit, comptant mes médicaments contre l'hypertension parce que j'avais été trop occupé pour les prendre pendant ma pause. Lui portait le costume de chez Sifonelli que je lui avais offert pour Noël, acheté avec ma prime de fin d'année. « Je veux que tu comprennes quelque chose, Clémence, dit-il sans même lever les yeux de son téléphone. Pour le dîner de célébration de demain soir, il n'y aura pas que les investisseurs et l'équipe. Des gens d'Eurazeo seront là, peut-être même des journalistes du Figaro Économie. Ce sont des gens qui évoluent à un autre niveau. J'ai posé mon pilulier. D'accord. J'ai besoin de faire bonne impression. Et honnêtement. Il a enfin levé les yeux vers moi et j'ai vu dans son regard quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, quelque chose de froid et de calculateur. Tu ne kéboiras pas vraiment dans ce monde. Tu es pharmacienne. Tu comptes des cachets et tu te bats avec l'assurance maladie toute la journée. Ces gens vont parler d'intelligence artificielle, de Web 3 et de disruption de marché. Tu n'y comprendrais rien. J'ai senti ma gorge se nouer, mais j'ai gardé une voix stable. Je vois. Ce n'est pas personnel, Clémence. C'est juste la réalité. J'ai dépassé certaines choses, certaines personnes. Il a consulté sa montre, l'Omega que je lui avais acheté quand sa première start-up avait échoué et qu'il avait besoin de se rappeler qu'il avait encore de la valeur. J'emmène Inès à la place. C'est notre nouvelle directrice de la croissance. Elle vient de chez Google. 26 ans. Une tête bien faite, elle connaît tout l'écosystème parisien. Elle pourra vraiment contribuer aux conversations. La machine à café a bipé. Je l'avais réglée pour qu'elle coule à 6h45 comme chaque matin, parfaitement synchronisée avec l'heure où Mathieu descendait. Il s'est versé une tasse sans sembler remarquer qu'elle n'était pas apparue par magie. Bref, je suis en retard pour un petit déjeuner d'affaires. Il a attrapé ses clés, celles attachées au porte-clés en cuir artisanal que j'avais commandé chez un créateur qu'il adorait. Ne m'attends pas ce soir. On ira peut-être boire un verre après le dîner. Réseautage, tu sais. La porte s'est refermée derrière lui. Je suis resté là, dans ma blouse, tenant mes médicaments. Dans cette cuisine que j'avais peinte moi-même parce que nous n'avions pas les moyens de payer des artisans à l'époque de sa première faillite. La cafetière a laissé tomber ses dernières gouttes dans une verseuse que j'allais boire seul. J'ai pris mes médicaments. Puis je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai sorti mon téléphone. Pas pour l'appeler, pas pour lui envoyer un SMS, pas pour pleurer auprès de ma sœur ou de ma meilleure amie Sarah. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a des années, j'ai ouvert un compte séparé et j'y ai programmé le virement de mon prochain salaire. Ensuite, je suis monté, j'ai pris une douche et je suis allé me coucher dans la chambre d'amis. C'était il y a 4 mois. Pendant ce temps, je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré devant lui. Je ne l'ai pas supplié de voir ma valeur ni ne lui ai rappelé tout ce que j'avais sacrifié. J'ai simplement arrêté. J'ai arrêté de préparer le café. Le premier matin, il est resté planté dans la cuisine, l'air confus pendant 3 bonnes minutes avant de comprendre comment faire fonctionner la machine lui-même. Le deuxième matin, il était en retard pour son appel investisseur parce qu'il avait oublié d'acheter des grains de café. J'ai arrêté de gérer son calendrier. Cette application que je gérais en secret depuis 3 ans, avec des codes couleurs et une précision méticuleuse, notant chaque conseil d'administration, chaque dîner, chaque anniversaire de sa mère, de sa sœur et de sa nièce. J'ai supprimé mon accès. Une semaine plus tard, il a totalement oublié l'anniversaire de sa mère. Elle m'a appelé, blessé et perplexe. Je lui ai dit gentiment que Mathieu gérait désormais son propre emploi du temps et lui ai suggéré de voir directement avec lui. J'ai arrêté de m'occuper de son linge. Le pressing que je récupérais chaque jeudi. La façon spécifique dont il aimait que ses chemises soient pliées. Le système de rangement que j'avais créé. Ses vêtements ont commencé à s'empiler.
Puis il a commencé à porter la même chemise 2 jours de suite. Puis il s'est présenté à une réunion importante avec une tache visible sur son col. J'ai vu la photo sur la story Instagram de l'un de ses employés. J'ai arrêté de faire les courses pour nous deux. Juste pour moi désormais. Des petites portions, des repas simples, les choses que j'aimais vraiment au lieu des dîners élaborés que je cuisinais autrefois pendant qu'il travaillait tard. Son côté du frigo s'est vidé. Il a commencé à commander sur Deliveroo tous les soirs, dépensant des centaines d'euros par semaine. J'ai arrêté de relire ses présentations. Pendant 3 ans, j'avais été son arme secrète, celle qui repérait ses coquilles, réorganisait ses diapositives pour une meilleure fluidité et ajoutait les visuels parfaits pour que ses arguments fassent mouche. Il n'avait jamais reconnu ce travail, mais je savais que ses investisseurs louaient ses présentations impeccables et professionnelles. 2 semaines après que j'ai arrêté, il a envoyé un dossier de présentation avec 3 fautes d'orthographe flagrantes et des graphiques mal alignés. Un investisseur l'a mentionné dans un email que j'ai aperçu sur l'écran de son ordinateur. Travail bâclé, avait-il écrit. J'ai arrêté de porter sa charge mentale. Les cadeaux que j'achetais pour les anniversaires des membres de son équipe en son nom. Les mots de remerciement que j'écrivais quand quelqu'un l'aidait. Les messages d'excuses que je rédigeais quand il avait été trop dur en réunion. Tout cela a disparu. Son assistante a démissionné après qu'il a oublié son anniversaire pour la 3e année consécutive. Son directeur technique a failli partir quand Mathieu a oublié de saluer son travail lors d'un lancement de produit crucial. Et pendant tout ce temps, j'allais travailler. J'assurais mes gardes. Je conseillais les patients. Je repérais les interactions médicamenteuses potentiellement fatales. Je formais les nouveaux préparateurs. J'ai pris des responsabilités supplémentaires quand notre titulaire est parti en congé maladie. J'étais doué pour mon travail. J'avais toujours été doué pour mon travail. Mathieu ne l'a pas remarqué au début. Il était trop occupé par sa série B et les autres prodiges de la tech de 20 ans qui buvaient ses paroles. Il rentrait tard, sentant les cocktails de mixologie et les restaurants étoilés, remarquant à peine que je ne lui demandais plus comment s'était passée sa journée. Mais lentement, tout a commencé à s'effondrer pour lui. Cela a commencé par des détails. Un rendez-vous manqué chez le dentiste, le genre de choses que je mettais dans son calendrier 6 mois à l'avance. Puis l'anniversaire de mariage de son meilleur ami d'école, pour lequel je choisissais toujours le cadeau. Puis un cadeau raté pour la baby shower de sa sœur, quand il a acheté en panique un objet sur Amazon qui est arrivé cassé parce que je n'étais pas là pour m'en occuper avec attention des semaines à l'avance. Son studio de fonction à Paris, celui qu'il avait insisté pour louer pour ses nuits de travail, est devenu un problème quand j'ai arrêté de gérer les factures d'électricité et le service de ménage. Son propriétaire lui a laissé un message irrité pour un impayé. L'équipe de ménage a cessé de venir car leurs factures n'étaient plus réglées. J'observais tout cela depuis ma nouvelle position dans la chambre d'amis. Notre chambre, celle que j'avais partagée avec lui pendant 8 ans, lui appartenait désormais à lui seul. J'avais déménagé mes affaires méthodiquement en une semaine, mes livres, mes photos, mon côté du dressing. J'avais pris le bon oreiller. Je lui avais laissé celui qui était tout plat et qu'il n'avait jamais remarqué être médiocre parce que je lui avais toujours donné le mien. 3 semaines après le début de mon silence, il a essayé de me parler. Il est venu à la porte de la chambre d'amis un soir et a frappé doucement. « Clémence, on peut parler ?» Je lisais une revue médicale sur les nouveaux protocoles de gestion du diabète. J'ai levé les yeux. « De quoi ? » ?»« De ça. De ce que tu es en train de faire. » »« Je ne fais rien, Mathieu. Je te donne juste ce que tu voulais. » »« Ce que je voulais ? » ?»« De l'espace loin de quelqu'un qui ne correspond pas à ton monde. De l'indépendance vis-à-vis de quelqu'un qui ne peut pas contribuer à tes conversations. Je fonctionne simplement à mon niveau. Et tu fonctionnes au tien. Son visage est passé par plusieurs expressions, la confusion, l'irritation, puis quelque chose qui ressemblait à de la peur. Tu es ridicule. Je n'ai jamais dit que tu ne pouvais pas vivre ici. C'est vrai. Tu ne l'as pas dit. C'est moi qui choisis de te donner l'espace dont tu as manifestement besoin. Avais-tu besoin d'aide pour quelque chose de spécifique ? Il a cligné des yeux. Non, C'est bizarre, Clémence. D'accord. Je suis retourné à ma lecture. Il est resté là encore 1 minute, puis est parti. Je l'ai entendu descendre,
j'ai entendu les bruits de frustration alors qu'il essayait de comprendre les réglages de la cafetière pour le lendemain matin. Il a abandonné et a utilisé son téléphone pour se mettre un rappel afin de s'arrêter dans une boulangerie. Le mois suivant, les choses se sont accélérées. Son entreprise préparait un lancement de produits majeurs. Le genre de moment décisif qui déterminerait si cette série B en valait la peine. Je le savais parce que je voyais le stress s'accumuler dans ses épaules, ses nuits blanches se multiplier et son caractère s'aigrir. Dans mon ancienne vie, j'aurais géré cela pour lui. Je me serais assuré qu'il mange correctement, qu'il dorme assez, que ses costumes soient prêts, que ses arguments soient répétés avec moi jouant l'avocat du diable. Désormais, je me contentais de regarder. Il a commencé à craquer. Des petites choses d'abord. Il s'est présenté à une réunion cruciale avec des chaussettes dépareillées. Il s'est emporté contre son directeur technique lors d'un appel Zoom, sans réaliser que son écran était enregistré pour l'archive de l'entreprise. Il a oublié de déposer une demande de brevet importante à temps, une échéance que je suivais toujours pour lui, et cela leur a coûté un avantage juridique majeur. Inès, sa brillante partenaire de 26 ans, a commencé à prendre ses distances. Je le devinais au changement d'humeur de Mathieu quand il rentrait. Elle avait été attirée par le fondateur brillant et accompli qui semblait tout maîtriser. Elle n'était pas intéressée par cet homme de plus en plus ébouriffé qui ne se rappelait pas s'il avait déjeuné et arrivait à leur rendez-vous avec des taches de café sur sa chemise. Au bout de 2 mois, j'ai obtenu une promotion. Le poste de pharmacienne gérante pour lequel je travaillais discrètement pendant que Mathieu bâtissait son empire. Mon superviseur régional m'a convoqué dans son bureau pour me dire que j'étais la pharmacienne la plus fiable et la plus compétente qu'il ait rencontrée en 20 ans. La promotion s'accompagnait d'une augmentation de 30% et de l'option de diriger une plus grande pharmacie à Lyon. J'ai accepté. J'ai également signé un bail pour un appartement de 2 pièces près de mon nouveau lieu de travail. Je n'en ai pas parlé à Mathieu. J'ai simplement commencé à déménager mes affaires, un coffre de voiture à la fois, pendant ces longues journées au bureau. Quand il s'en est enfin aperçu, c'est parce qu'il est venu dans la chambre d'amis pour me demander quelque chose et l'a trouvée vide. Il m'a appelé 14 fois ce soir-là. Je n'ai pas répondu. J'étais trop occupé à organiser mes nouvelles bibliothèques, à accrocher mes cadres, à choisir de quel côté de mon nouveau lit je voulais dormir. Les 2 côtés étaient à moi désormais. Les SMS ont commencé à pleuvoir. Tu es où, Clémence? Ce n'est pas drôle. On doit parler. Tu ne peux pas partir sans en discuter. Je viens te chercher. Ce dernier message m'a fait marquer une pause. J'avais fait très attention à ne donner ma nouvelle adresse à personne, sauf à ma sœur et à Sarah, mais Mathieu était débrouillard quand il le voulait. Je lui ai répondu une seule fois, ne me contacte plus. Mon avocate prendra le relais. J'avais trouvé l'avocate 3 semaines plus tôt. Elle s'appelait Maître Agnès Leroy et elle était spécialisée dans les divorces pour les femmes ayant soutenu financièrement leurs conjoints durant leurs études ou leurs entreprises. Elle avait examiné mes documents, les feuilles de calcul que je tenais discrètement depuis des années et qui montraient chaque euro que j'avais investi dans les rêves de Mathieu, chaque heure de travail non rémunérée, chaque sacrifice. Elle avait souri. En France, avec votre régime matrimonial et votre contribution, vous avez été bien plus qu'une épouse, m'avait-elle dit. Vous avez été sa directrice de cabinet non rémunérée. Nous avons un dossier très solide. La procédure a été lancée un mercredi. Mathieu a reçu l'assignation à son bureau le jeudi. Le vendredi, son avocat appelait Maître Leroy pour discuter des termes. C'est là que Mathieu a débarqué à ma pharmacie. Je l'ai d'abord vu par la vitrine, faisant les 100 pas dehors, cherchant visiblement son courage. Il avait l'air affreux. Ses cheveux étaient en bataille, sa chemise froissée. Il avait des cernes sombres que je ne lui connaissais qu'au début de sa start-up, quand je le forçais à aller se coucher pour dormir un peu. Il est entré et s'est dirigé droit vers le comptoir, ignorant la file de clients. « Clémence, s'il te plaît. On doit parler. » Ma préparatrice, Jennifer, me regardait avec des yeux ronds. J'ai gardé une voix professionnelle. « Monsieur, vous devez attendre votre tour comme tout le monde. Je suis ton mari. Vous perturbez mon lieu de travail. Veuillez partir ou je devrais appeler la sécurité. » Il m'a regardé comme si je l'avais giflé. Tu ne peux pas être sérieuse. Je suis tout à fait sérieuse. Vous bloquez la file. La cliente derrière lui, une dame âgée venant chercher son traitement pour le cœur,
s'est raclé la gorge de manière ostensible. Mathieu l'a regardé, puis s'est tourné vers moi, et son visage s'est décomposé. Je ne le pensais pas, a-t-il dit à voix basse. Tout ce que j'ai dit, je ne le pensais pas. J'ai scanné l'ordonnance suivante, les mains parfaitement stables. Jennifer, s'il vous plaît, appelez le médecin de Monsieur Vallet. Nous devons vérifier cette augmentation de dosage. Clémence, je t'en supplie. Monsieur, vous devez partir maintenant. La sécurité est arrivée. Mathieu est parti. J'ai fini ma garde, conseillé 6 autres patients, formé Jennifer sur le nouveau système d'inventaire et je suis rentré chez moi, dans mon appartement. Le mien. Le divorce a pris 3 mois pour être finalisé. Maître Leroy a été brillante. Elle a documenté chaque contribution. Les 60 000 € que je lui avais donnés pour sa première entreprise. Les 3 années où j'avais entièrement subvenu à nos besoins avec mon seul salaire pendant qu'il montait sa deuxième boîte. Les heures innombrables de travail invisible pour gérer sa vie, éditer ses documents, porter son stress. La juge, une femme d'une 50aine d'années qui avait visiblement déjà vu ce schéma, m'a accordé une part importante de ses parts dans l'entreprise, la moitié de la valeur de notre appartement et une compensation financière qui a fait sourire mon avocate. Vous l'avez mérité, a-t-elle simplement dit. Au moment où le divorce fut prononcé, l'entreprise de Mathieu battait de l'aile. Le lancement du produit avait été laborieux. Des employés clés étaient partis. Les investisseurs posaient des questions difficiles sans son arme secrète, moi, pour gérer tout ce travail invisible qui le faisait paraître compétent et organisé. Les fissures apparaissaient au grand jour. J'ai appris par des amis communs qu'il avait essayé de reconquérir Inès, mais qu'elle était passée à un autre fondateur, un homme qui avait vraiment sa vie en main. J'ai entendu dire qu'il avait engagé un coach de vie, une assistante de direction et un organisateur personnel pour tenter de reproduire les systèmes que j'avais créés pour lui. Ça ne marchait pas. Je ne ressentais pas de triomphe. Je ne cherchais pas de revanche. Je me sentais libre. 6 mois après le divorce, j'étais assise dans mon salon en train de lire un livre que Sarah m'avait recommandé quand mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. Contre mon bon sens, j'ai répondu. Clémence. Sa voix était plus petite que je ne l'avais jamais entendue. Je sais que je ne devrais pas appeler. Je sais que tu ne veux pas m'entendre, mais j'avais besoin de te dire quelque chose. J'ai attendu. Je ne te voyais pas. Pendant des années, je ne t'ai pas vu. Je pensais construire quelque chose d'important, quelque chose qui comptait. Je pensais être quelqu'un de spécial. Mais la vérité, c'est que tout ce que j'ai bâti, je l'ai bâti sur tes épaules. Tu étais les fondations. Et je m'étais convaincu que j'étais tout l'édifice à moi seul. Et maintenant, sa voix s'est brisée. Je l'entendais respirer. Maintenant, tout s'écroule. Et je comprends enfin. Je ne t'ai pas dépassé. Je n'aurais jamais pu. Tu évoluais à un niveau que je ne pouvais même pas percevoir. Tu portais tout un monde à bout de bras. Et je pensais que ce monde tenait tout seul grâce à mon génie. J'ai été tellement stupide, Clémence. J'ai été tellement aveugle. J'ai regardé autour de moi dans mon appartement. Mes bibliothèques, enfin organisées comme je l'aimais. Ma cuisine, où je préparais des plats que moi seul appréciais. Mes diplômes et certificats de carrière au mur. Des réussites que j'avais obtenues tout en étant le soutien invisible de quelqu'un d'autre. Merci de me dire ça, Mathieu, ai-je dit calmement. J'espère que tu trouveras ton équilibre. Est-ce qu'il y a une chance? Sa voix a tremblé. Une chance qu'on essaie à nouveau? Je suis différent maintenant. Je vois les choses clairement. Clémence, s'il te plaît, je ferai n'importe quoi. Je n'ai pas besoin que tu fasses quoi que ce soit. Je n'ai absolument plus besoin de rien venant de toi. C'est ce que j'ai appris. Je n'ai plus besoin de ta validation, ni de tes excuses, ni de ton changement de perspective. J'ai eu besoin de ces choses pendant si longtemps, mais c'est fini. J'ai construit quelque chose qui m'appartient maintenant, et c'est bien mieux que tout ce que nous avions, parce que c'est à moi. Je t'aime. Tu aimes l'idée de me retrouver parce que tu as réalisé tout ce que je faisais pour toi. Ce n'est pas la même chose que de m'aimer moi. Adieu, Mathieu. J'ai raccroché. Il n'a plus jamais rappelé. 3 mois plus tard,
j'animais un séminaire lors d'une conférence sur les femmes dans le secteur de la santé à Lyon. J'avais lancé une activité de conseil en parallèle, aidant les structures hospitalières à optimiser leurs opérations pharmaceutiques. Il s'est avéré que toutes ces années à créer des systèmes et à gérer une logistique complexe pour Mathieu m'avaient donné des compétences qui se transposaient magnifiquement dans ce travail. J'étais doué, vraiment doué. Et les gens étaient prêts à payer cher pour cette expertise. Après mon intervention, une femme s'est approchée de moi. Elle avait la trentaine, un tailleur impeccable, un sourire assuré. C'était brillant, dit-elle. Je suis Christine Paoli, vice-présidente des opérations chez Medtech Solutions. Nous développons une plateforme pour aider les hôpitaux à réduire les erreurs médicamenteuses et nous avons besoin de quelqu'un qui comprenne les opérations de pharmacie de l'intérieur. Seriez-vous intéressé pour nous rejoindre en tant que consultante? J'ai pris sa carte. Avant la fin du mois, j'avais signé un contrat qui doublait mes revenus de consultante. 6 mois plus tard, j'étais assise dans un café dans le centre de Lyon, examinant une proposition de Medtech Solutions pour devenir leur directrice des opérations pharmaceutiques. C'est là que j'ai vu Mathieu passer devant la vitre. Il ne m'a pas vu. Il était seul, les yeux fixés sur son téléphone, portant un sweat à capuche un peu défraîchi que je reconnaissais de notre ancienne vie. Il avait l'air fatigué. Il avait l'air perdu. J'ai ressenti un léger pincement, quelque chose qui aurait pu être de la tristesse pour lui. Mais surtout, je me suis sentie reconnaissante. Reconnaissante d'avoir trouvé la force d'arrêter. Reconnaissante d'avoir appris à m'estimer assez pour partir. Reconnaissante pour chaque matin silencieux, chaque appel ignoré, chaque moment où je m'étais choisi moi-même plutôt que le confort facile d'être indispensable à un autre. Mon téléphone a vibré. Un SMS de ma sœur. Dîner demain. Ramène qui tu veux, on fête ton nouveau poste. J'ai souri et j'ai répondu, juste moi. C'est tout ce dont j'ai besoin. J'ai signé la lettre d'embauche là, dans ce café. Directrice des opérations, un salaire à 6 chiffres, départ dans l'entreprise, mon nom sur la page de direction, mon expertise reconnue, mon travail visible. Mathieu avait eu raison sur un point, je ne correspondais pas à son monde. J'étais en train de bâtir le mien, et il était infiniment plus beau que le sien ne l'avait jamais été.